La mer, du ciel bleu et du soleil. Une belle journée s'annonce sur Shelter Island dans les Hamptons. Dans ces cas-là, Christine et son mari Dick larguent les amarres pour une balade en bateau. Ambiance Dolce Vita, à bord de leurs petits bijoux à plusieurs dizaines de milliers d'euros, en bois précieux et fabriqués sur mesure. Par là, oui, tout droit, voilà, comme ça. Même si aujourd'hui, il y a un peu de vent. C'est un Hackercraft. Ces bateaux sont faits plutôt pour les lacs. Ils ne sont pas très performants sur les vagues. Dick, aujourd'hui à la retraite, a fait fortune comme publicitaire et directeur artistique pour des marques iconiques comme Ralph Lauren et Revlon. Le couple de millionnaires habite New York, passe l'hiver dans les Caraïbes et l'été ici dans les Hamptons. On voit bien comment l'architecture moderne et contemporaine s'intègre vraiment bien dans le paysage. Ici, tout le monde se connaît ou presque. Ce voisin, par exemple, est un ami intime de Dick. Il aimait tellement son bateau qu'il a fait construire le même, mais celui du couple reste un tout petit peu plus grand. C'est cool! Oui, c'est cool. Vous avez la belle vie? C'est pas mal. C'est vraiment spécial, assez unique. C'est très détendu comme mode de vie. On croit toujours que l'argent apporte plus de bonheur. Mais en fin de compte, ce qu'on recherche tous, c'est la simplicité. Simplicité et décontraction sont les maîtres mots dans les Hamptons. Les Hamptons, ce pourrait être simplement un joli coin de campagne à 3 heures de New York, bordé de plages à la beauté préservée, à ce détail près qu'il réunit l'une des plus impressionnantes concentrations de richesse au monde sur un territoire d'à peine 210 km². Voici la très célèbre artère de Meadow Lane, surnommée la Billionaire Lane, l'allée des milliardaires. Ici, c'est réservé aux riches. Les gens qui possèdent ces maisons, ils viennent 2 semaines dans l'année. Depuis les années 70, le Gotha et la Jet Set new-yorkais ont annexé cette micro-région tournée depuis toujours vers l'agriculture pour en faire un lieu de villégiature huppé. Quand on y pense, ici c'est juste un terrain de jeu pour les riches. Mais si ça les rend heureux, c'est fantastique. Je suis heureux pour eux. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Les Hamptons, c'est une terre de contraste. Les richissimes propriétaires cohabitent avec des centaines de familles de daims qui s'invitent dans leurs propriétés. Très peu de touristes, pas de complexe hôtelier et encore moins de camping. Les millionnaires cultivent un certain entre-soi. Mais croyez-le ou non, malgré un agenda mondain très chargé, rien ne les passionne plus que la réouverture de la pizzeria du village. L'attroupement là un peu. Là, dès qu'on ouvre les portes, là, on va être jugé là. La nuit, les Hamptons peuvent offrir un tout autre visage. Zach est le propriétaire du nightclub le plus branché où les soirées sont chaudes et bien arrosées. Son objectif, faire dépenser un maximum d'argent à ses clients fortunés. Dépense 10 000 ce soir. Ok? Le prestige des Hamptons est tel qu'il s'offre même les prestations des plus grandes stars comme 50 Cent et le nouveau phénomène du rap américain, 6ix9ine. Pour éviter les dérapages, la police de son côté quadrille le secteur et met en place de redoutables dispositifs de contrôle routier. Vous avez bu combien de verres ce soir? Et pour ceux qui enfreignent la loi, célébrité ou simple anonyme, riche ou pas, c'est tolérance zéro. On ne lui accorde pas de traitement de faveur parce que c'est une star du sport. N'enfreignez pas la loi et vous n'irez pas en prison, c'est simple. Immersion au cœur des mythiques Hamptons, l'une des destinations les plus privilégiées de la planète. Quartier de Manhattan, à New York, sur l'East Side River. Les rotations sont incessantes sur l'héliport. C'est d'ici que les riches new-yorkais qui veulent s'épargner la corvée des embouteillages décollent pour les Hamptons. En guise de salle d'embarquement, un salon lounge VIP, ultra chic et tout confort. Le vol dure 45 minutes contre 3h30 en voiture et il est facturé 850 € par personne. Mais à ce prix-là, la compagnie offre le champagne et le vin rosé à bord.
Parmi les passagers aujourd'hui, Laurent Tourondel est un chef français et businessman installé à New York. Il a fait carrière aux États-Unis où il a bâti un véritable empire de la restauration. Après 20 minutes de vol au-dessus de l'océan, les gratte-ciel laissent place à la nature, à perte de vue. On est au-dessus du Long Island Sound. Donc le Long Island Sound, l'île de Long Island est tout en long et tout au bout, il y a les Hamptons. Bienvenue dans les Hamptons, le havre de paix de l'élite new-yorkaise. On dirait une île privée là, avec cours de tennis, 2 villas. Ça c'est Shelter Island. Dag Harbor. Ouais, avec des maisons dans les forêts, quoi. Des maisons avec 50 chambres, 40 salles de bain. Laurent exagère à peine. Dans les Hamptons, la réalité dépasse souvent la fiction. Voici l'une des 5 plus grandes maisons des États-Unis, estimée à 220 millions d'euros, avec ses 10 000 mètres carrés, son style renaissance italienne, ses 3 piscines, ses 29 chambres et ses 39 salles de bain. Arrivé à l'aéroport privé d'East Hampton, où atterrissent également les jets privés des milliardaires qui viennent en vacances. Laurent, lui, n'est pas là pour se reposer. Il s'apprête à ouvrir une pizzeria, son 2e restaurant dans les Hamptons, où il cartonne déjà depuis 10 ans. Le territoire des Hamptons compte une vingtaine de villages et de hameaux. Du plus ou moins riche au très très riche, avec chacun son identité, son histoire. Sur la nationale 27, la route principale qui traverse Long Island d'ouest en est, voici Southampton. C'est la ville la plus cossue. Élégante, chic, avec ses façades blanches et ses enseignes de marque, ses agences immobilières à tous les coins de rue. Aujourd'hui, à Southampton, a lieu l'un de ces événements incontournables qui rythment la vie dans les Hamptons, une tea party. Un goûter entre femmes, toutes habillées de blanc, le dress code du jour. L'événement, organisé pour une œuvre de bienfaisance, a lieu dans le parc de cette propriété de 2,5 hectares, dans la Pool House. Victoria Wyman connaît bien la maison. Mon maman, elle est blanche. Audrey Gross, millionnaire et philanthrope américaine, reçoit chez elle ses amis de l'intelligentsia new-yorkaise. À droite, John Carl est une businesswoman francophile. Elle et son mari ont racheté et rénové le château de Champigny en Touraine. Judith, vous connaissez John Carl? Enchantée, comment allez-vous? C'est une amie à moi. John Carl habite dans la même rue. C'est la propriétaire de la marque Porto. Oh, waouh! À gauche, Judith Giuliani est l'épouse de l'ancien maire de New York. Même en vacances, la haute société américaine reste très investie dans le mécénat. Audrey espère les sensibiliser à la cause qu'elle défend au sein de sa fondation, la lutte contre la dépression. Bonjour à toutes, merci d'être venues. Vous êtes toutes mes amies. Vous êtes les femmes qui rendaient les choses possibles dans les Hamptons, à New York et partout ailleurs. Elle finance la recherche médicale grâce au produit de la vente d'une ligne de parfums baptisée Espoir. Sa vocation, c'est de provoquer de belles choses, de belles émotions. Ce parfum, c'est une façon de faire quelque chose de bien, quelque chose de beau. Et vous le faites pour vous, pour vos amis. Vous rendez un peu de ce que vous avez reçu pour une cause incroyable qui concerne plus de 350 millions de personnes à travers le monde. Chacune repart avec les produits de la marque en cadeau et pour mission de faire connaître la cause. L'année dernière, la fondation a reçu 8,5 millions de dollars de dons. Comment s'est passé cet event? Oh, c'était un grand succès, non? It was always like this before, and it's probably the highlight of the tea time. Tea time. Très bien. Je rentre à la maison et je change pour aller à Arf, pour voir Caterina Otto et Peter Marino. À tout à l'heure. Dans 1 heure, c'est au tour de l'Association de défense des animaux d'organiser son gala de charité. Dans les Hamptons, c'est un peu le sport local. La devise des millionnaires américains, c'est de donner en retour.
Pas d'œuvre de bienfaisance pour Zach Ardem. Lui préfère le footing. Cet immigré turc a débarqué il y a 15 ans dans les Hamptons, bien décidé à faire sa place au soleil. Il dirige le 75 Main, l'un des restaurants les plus en vue du moment, et il n'oublie jamais d'en faire la publicité. Je mets le t-shirt du restaurant pour que tout le monde me connaisse. C'est ma routine. Je prends mon café, je fais un tour au restaurant et je vais à la plage. Je cours, je nage. Voici Gin Beach, où Zach a rendez-vous avec une amie. Comme partout dans les Hamptons, seuls les résidents sont autorisés à se garer à proximité. Les plages sont des espaces préservés. On n'y trouve pas de paillotes ni de touristes agglutinés sur leurs serviettes, mais des kilomètres de sable blanc avec en bordure d'océan des demeures à couper le souffle. Zach ne s'est pas trompé d'endroit pour venir faire fortune. Ici, c'est réservé aux riches. Les gens qui possèdent ces maisons, ils viennent 2 semaines dans l'année. Ils ont tellement d'argent qu'ils ont les plus belles maisons à Saint-Tropez, à Mykonos, dans les Bahamas. Et ils n'ont pas le temps de rester là. Je les connais tous. Croyez-moi, je les vois sur les réseaux sociaux, toujours aux 4 coins du monde. Rien que pour l'entretien, les maisons coûtent des millions. Le chauffage, la climatisation en été, toutes les factures, les employés, femmes de ménage, jardiniers, ça coûte beaucoup d'argent, entre 800 000 € et 1 million par an. Imaginez que vous gardez la maison 10 ans, ça fait 10 millions. Des grands espaces, le luxe et la tranquillité. Mais la carte postale des Hamptons ne serait pas complète sans cet esprit village que cultivent les millionnaires. Au nord de la presqu'île, le petit bourg de Sag Harbor. Au premier abord, l'endroit ne paye pas de mine. Des passants en short et en tongs, quelques restaurants, des boutiques de plage. Les familles viennent y manger des glaces. C'est aussi le seul port de plaisance des Hamptons. Il accueille des méga-yachts à plusieurs millions d'euros. Et dans les rues, c'est le défilé permanent des voitures de luxe et des bolides dernier cri. Mais ces derniers temps, la seule chose qui intéresse les Hamptonites, c'est la réouverture de la pizzeria du village, fermée depuis des mois. Ils sont des dizaines à épier chaque jour l'avancée des travaux et à guetter le moindre signe d'ouverture. Aujourd'hui, ils sont enfin comblés. Laurent a prévu d'ouvrir ses portes demain. On est tellement content que ça ouvre. Pour fêter ça, il offre quelques parts de pizza aux passants. C'est l'événement. Quand c'est gratuit, les gens y viennent. C'est ça quoi. Enfin ici, ils ont les moyens quand même. Ce soir, Laurent a invité en avant-première ses partenaires financiers. La pizzeria a coûté 1,5 million d'euros. Elle doit rapporter 2,5 millions de chiffre d'affaires annuel. C'est aussi le moment de rassurer les investisseurs sur le potentiel de son restaurant et de ses pizzas. Ok. Waouh, beau travail. Ça a l'air super. C'est mon 43e restaurant. Donc un peu moins de stress que le premier quand même, mais toujours du stress. La soirée, réservée aux VIP, attise la curiosité des passants. Collé à la vitrine, l'un d'entre eux amuse la galerie. Il s'agit en fait de l'humoriste Elon Gold, la star montante du stand-up aux États-Unis. Pour lui, Laurent va faire une exception. Okay, so we're going to make you a pizza. We cannot have you inside, but we want you to enjoy it, okay? Because I love the thing, okay? So we're going to make you a pizza and you're welcome to enjoy it here. Is that okay with you? Ah, c'est super gentil. 5-10 minutes, okay? C'est la meilleure pizza au monde. C'est Sag Pizza. Pizza ready? Pas de problème, on a le temps. On reviendra l'été prochain. On part à Los Angeles lundi, mais on reviendra. Le buzz de ce soir n'est qu'un avant-goût de ce qui attend Laurent. Il y a fort à prévoir que tous les Hamptons se précipitent dès l'ouverture pour déguster la sacro-sainte pizza. Il est 8 heures, le calme règne encore.
C'est l'heure où l'on aperçoit les familles de daims qui colonisent les Hamptons par milliers et s'aventurent dans les propriétés pour y brouter l'herbe. C'est aussi l'heure où Aneta avale son café du matin, plongée dans ses emails. Tailleur, talons et lunettes de soleil, elle est la toute nouvelle rédactrice en chef du très select Hamptons Magazine, le magazine qui fait la pluie et le beau temps dans les Hamptons. Et elle vient de réussir un gros coup. L'acteur star du moment Neil Patrick Harris et son mari lui ont ouvert les portes de leur maison et postent en une. Je pense que cette couverture est vraiment bien. C'est une super histoire. Ils sont en train de construire une grande maison ici. C'est vraiment cool. C'est une super couverture. Pas le temps de profiter ni de la piscine ni du petit déjeuner avec son mari. Aneta est en plein bouclage. Direction, les bureaux de la rédaction à Southampton. Entièrement financé par la publicité, le Hamptons Magazine, c'est le plus glamour de tous les journaux gratuits. Bonjour, comment ça va? Génial de voir tout ce bazar. Et il peut se targuer d'être lu par les personnes les plus riches et les plus influentes des États-Unis. L'aura du magazine fait d'Aneta une rédactrice en chef très courtisée. Ce qu'il y a de bien dans mon travail, c'est que tout un tas de gens me donnent ou me prêtent des choses. Ça, c'était pour un gala de charité ce week-end. C'est magnifique. Ce sont des diamants et des rubis. Oh, je sais, c'est dingue. D'ailleurs, va falloir que je les rende aujourd'hui. Chaque semaine, Aneta et son équipe trient sur le volet les histoires qui méritent un article. Mannequins superstars, créateurs de mode ou restaurateurs, si le magazine fait un jour votre portrait, c'est que vous faites partie des personnalités en vue dans les Hamptons. Vous avez alors une chance de figurer sur sa fameuse liste. La liste, c'est vraiment juste une liste, avec les gens, des noms des Hamptons. On passe notre temps à réfléchir à qui sera dedans, on en parle, on ajoute, on enlève des noms. Les gens font des pieds et des mains pour être dessus. Leurs avocats, leurs attachés de presse nous appellent. C'est fou. Les gens sur la liste. Et quand l'une des plus grandes stars de la planète s'affiche sur les réseaux sociaux avec le magazine, c'est l'euphorie dans la rédaction. Est-ce que vous avez vu? Il y a une photo de Madonna qui tient notre magazine. Est-ce pas génial? Oh mon Dieu! C'est la une avec Sacha. Un de nos collègues a trouvé cette photo de Madonna avec notre magazine. Je suis tellement contente. Faut que je partage ça. Les célébrités. Aneta a aujourd'hui l'occasion de les côtoyer au quotidien. Ce soir, elle est l'une des invitées de marque de la très iconique créatrice Donna Karan, superstar de la mode aux États-Unis. À une dizaine de kilomètres de là, autre décor, beaucoup moins glamour. L'unité d'intervention de la police de Southampton est en plein entraînement. L'exercice simule une prise d'otage par un individu armé. Les Hamptons, c'est l'un des endroits les plus sûrs des États-Unis avec un taux de criminalité 8 fois moins élevé que la moyenne nationale. La police, financée par la taxe foncière, dispose pourtant d'un budget impressionnant, sans égal pour un si petit territoire. Les policiers sont formés pour intervenir dans les situations les plus critiques. Le lieutenant Todd Spencer supervise l'entraînement. C'est notre unité antiterrorisme. La probabilité qu'il y ait une attaque terroriste est minime. Mais nous avons des personnalités de haut rang ici. Du coup, on prend toutes les précautions pour empêcher ou pour maîtriser ce genre d'attaque. Mais on n'a pas plus d'informations à vous donner à ce sujet. Le lieutenant connaît les Hamptons comme sa poche. Il y est né, y a grandi et y travaille comme policier depuis 21 ans. Il commande toutes les unités en tenue de Southampton, le plus grand district de police des Hamptons. Notre communauté est très variée. Nous avons le code postal le plus cher des États-Unis, à Sagaponack. Et quelques kilomètres plus loin, les villes de Flanders et Riverside. Dans ces quartiers-là, il y a de la drogue et plus de criminalité.
On a toutes les classes sociales. Pour sa première intervention, Todd ne devrait pas avoir besoin de son arsenal antiterroriste. Au bord de la route, il aperçoit un jeune garçon qui titube. Hé, jeune homme! Où tu vas comme ça? Ça va? Tu as un peu bu, hein? Je veux juste m'assurer que tu ne te fais pas renverser. Où essaies-tu d'aller? Il est tellement éméché qu'il ne comprend même pas la question et tend son portefeuille. Comment tu comptes rentrer à la maison, là? Je vais prendre le train. Le train? Tu veux aller à la gare? Ok, mais la gare est dans l'autre sens. Tu vas du mauvais côté, là. Je vais voir si je peux te trouver une voiture pour aller à la gare. J'attends avec toi. Assis-toi à côté de l'arbre. Le jeune homme est très obéissant. Avec son autocollant sur le visage, Todd sait très bien d'où il vient. Il sort d'une grande fête qui rassemble des centaines de jeunes tous les week-ends dans la ville d'Hampton Bay. Et voici son chauffeur, Dave. Plutôt que de le voir renversé par une voiture, les policiers sont prêts à jouer les nounous. Prends ton argent, je vais te conduire. Ramasse ton billet de 5. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Car quand la fête prend fin, ils sont des centaines comme lui à déambuler couverts d'autocollants. Chaque week-end, la police est là pour éviter les débordements. Tout va bien? C'est ce qu'on veut entendre. C'est juste un bar, de la musique, de l'alcool et des gens qui dansent. C'est comme ça chaque semaine. Il n'y a pas d'occasion particulière. Il peut y avoir jusqu'à 1000 personnes, voire plus ici les gros week-ends. À l'intérieur, c'est un bar géant à ciel ouvert où l'alcool coule à flot. Parmi ceux qui ont visiblement abusé de la boisson, il y a ceux qui ne marchent plus droit, ceux qui cuvent et ceux qui vomissent. Ça va? Vous pourriez lui tenir les cheveux quand même. Allez, vous ne faites que cracher là. Attachez-lui sa ceinture. Bouclez-la. Ok, c'est bon. Mais à part ça, l'ambiance reste bon enfant. Le courant passe sans problème entre la police et les jeunes fêtards. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va bien, merci. Amusez-vous bien. Faites attention en rentrant. Le Bordy Barn, c'est une institution. Les jeunes y font la fête depuis plus de 40 ans. Pas de troubles à l'ordre public. C'est une journée plutôt calme pour Todd. Ce ne sera pas le cas de sa prochaine mission de police. Retour sur la petite île de Shelter Island. Uniquement accessible par ferry, c'est la destination bucolique par excellence des Hamptons. À peine 30 km², dont un tiers classé réserve naturelle. Quelques routes de campagne, pas un seul feu tricolore, pas d'embouteillage. Les restaurants se comptent sur les doigts d'une main. En revanche, les maisons sont tout aussi luxueuses. Ici, les millionnaires cultivent l'esprit Robinson Crusoe, version luxe. C'est au bord de l'eau que Christine et Dick Tarlow ont trouvé leur petit paradis. Le couple a fait construire il y a 5 ans la maison de ses rêves. Une bâtisse à l'architecture contemporaine et au design minimaliste. Ce midi, ils attendent l'une de leurs amies pour le déjeuner. Mais ce n'est pas Christine qui cuisine. Au fourneau, c'est David. Il est français, il est chef privé et habite chez le couple pour qui il travaille depuis 8 ans. Je fais l'été au Hampton, l'hiver entre Saint-Martin et Saint-Barth, donc ça va. C'est chouette comme région, c'est sympa. J'ai carte blanche. Je sais ce qu'ils aiment, donc je réponds à leurs demandes. C'est aussi simple. Martha, l'invitée du jour, elle aussi propriétaire d'une maison sur l'île, vient d'arriver. Le déjeuner a lieu sur la terrasse, avec vue sur mer, et il ne leur en faut pas plus. Aussi riches soient-ils, ils n'échangeraient leur île sauvage pour rien au monde. Les gens de Shelter ne veulent pas voir l'île changer. Ils veulent que ça reste simple, sans commerce. Personne ici ne s'intéresse aux boutiques chics.
Ici, les gens se divertissent comme ils veulent. Ils profitent de la vue, ils profitent comme ils l'entendent. On n'a pas besoin de se coiffer. C'est un paradis pour la plaisance. On a un ami qui fait une grande fête tous les ans et il invite tous les gens de l'île, qu'ils soient éboueurs ou millionnaires. Tout le monde se mélange. C'est ça qui est bien. Dick aime tellement l'île qu'il y possède non pas une, mais 2 maisons. Juste à côté, il n'y a pas de voisins. Ici aussi, c'est chez lui. Dans cette demeure, il passait ses vacances avec sa précédente femme. Bâtie en 1890 dans le plus pur style victorien, c'est l'une des plus anciennes de l'île. Elle est en pleine rénovation et pour contrôler l'avancée des travaux, le couple n'a qu'à traverser la propriété. Ils refont les gouttières et la façade. Avec l'air de la mer, il faut toujours faire des travaux, constamment. Les maisons au bord de l'eau, c'est toujours comme ça. C'est ça d'aimer sa maison. Avis aux amateurs, elle pourrait être en vente. La maison pourrait bien être en vente, mais au bon prix. Qui serait de combien? Elle a été mise en vente au départ, Martha. Tu te souviens du prix? 30. Oui, c'est ça. Et pas 30 000. Oui, même un tout petit peu plus que ça. Une mise à prix à 26 millions d'euros, c'est un record absolu sur Shelter Island. Mais même à ce prix-là, le couple n'est pas prêt à la céder au premier millionnaire venu. Cette maison possède une âme. La laisser partir serait très difficile. Il faut que la personne qui souhaite l'acheter comprenne ça. Ce n'est pas tout. À ce prix-là, il y a aussi des dépendances. Et le chic suprême, c'est qu'elle se cache dans ce moulin du 19e siècle, classé monument historique. Son escalier en bois monumental fait la fierté de Dick. C'est un bel escalier, n'est-ce pas? Il y a 12 ans, j'ai décidé de le rénover. Et mon ami architecte est venu. Il m'a parlé de 6 semaines et de 200 000 $. Ça a pris 1 an et ça m'a coûté 1 million de $. C'est mon ami qui a tout fait ici. La table, tout. L'endroit sert de chambre d'amis en toute simplicité. Cette pièce est incroyable. Pour l'instant, la propriété à ce jour la plus chère de l'île n'a pas trouvé acquéreur. Mais ce ne sont pas les multimillionnaires qui manquent au mètre carré. Le code postal le plus cher des États-Unis se trouve même ici, dans le petit village de Sagaponack. C'est là qu'habite Dean Foster. Lui s'offre même le luxe d'atterrir directement chez lui, sur sa piste privée. Il n'est pourtant pas un millionnaire en vacances, c'est un Hamptonite pur jus. Il est agriculteur. Sa famille, installée depuis 5 générations, a vu les terres passer des mains des paysans à celles des promoteurs et les demeures de luxe pousser comme des champignons. À gauche, c'est un ami à moi, quelqu'un de bien, un père de famille. À droite, je ne sais pas trop qui c'est. Avec ma famille, on s'est dit « Waouh, on n'avait pas cette vue-là avant ». Donc je pense qu'on va planter des arbres pour avoir à nouveau une belle vue. Les prix exorbitants des maisons ont fait grimper en flèche la valeur de la moindre parcelle, à tel point que l'agriculteur est aujourd'hui assis sur une mine d'or en puissance. Ici, j'ai vraiment boosté la valeur du terrain, parce qu'il n'y a pas d'autre aéroport à Sagaponack. Ça veut dire que cette parcelle est estimée à près de 850 000 €. Mais le trésor dont il est le plus fier se trouve dans cet autre champ. Ce sont ses pommes de terre. Et Dean ne vendrait pas ses terres pour tout l'or du monde. Vendre cette terre, ça me tuerait. Non, non, on ne peut pas faire ça. Cultiver la terre, c'est important et c'est noble. Ces propriétés sont estimées à 100 millions de $. Mais l'agriculteur compte bien résister encore à la pression immobilière. Pour ça, il s'est lancé dans un tout nouveau business. Il a fait construire cette distillerie flambant neuve pour fabriquer du whisky et de la vodka à base de pommes de terre, estampillées 100% Hamptons. Waouh,
C'est agréable la fraîcheur ici. Il a justement rendez-vous avec Mark, son associé, pour goûter la dernière recette vieillie en fût de chêne. C'est vraiment, comment dire, un bouquet pour le palais. On aurait pu lui donner un nom du style houblon et coquelicot. Mais non, on préfère quelque chose de plus authentique. Et c'est de l'alcool de pomme de terre, tout simplement. La véritable pomme de terre de Sagaponack, c'est son argument marketing numéro 1 pour séduire la riche clientèle des environs. En termes de prix, il faut qu'on s'aligne pour être crédible dans les Hamptons. Ce ne sera pas donné. Non, voilà, ce ne sera pas donné. Moi, je vendrais bien $1 million la bouteille, mais... Ce sera un prix pour les gens d'ici. Pour une bouteille d'alcool de pomme de terre de Sagaponack, il faudra compter 40 € la bouteille. Dean a peut-être trouvé l'idée de génie pour sauver l'entreprise familiale. Au même moment, à Sagarbor, tout le monde est dans les starting blocks pour l'ouverture officielle de la pizzeria. Dehors, il y a foule. The place to be, c'est ici. Ça va chauffer dans les chaumières aujourd'hui. Aux États-Unis, la pizza, c'est un culte. Hein. Il y a des revues de partout, il y a des critiques de partout, il y a des sélections tous les ans qui sont faites, différents magazines, différents journaux. Laurent passe en revue les derniers détails. C'est bon, on est prêt. Il prépare encore certaines choses, mais... Can we put that properly? Are you ready back there? Let's wipe it there, let's make it very clean, okay? That also the remote control. Ouh là là, il y a l'attroupement là un peu. Ah ouais, là, ils sont énervés là. Les gens qu'il y a là, c'est incroyable quoi. Là, dès qu'on ouvre les portes, là, on va être jugé là. Du coup, le patron se met à stresser à nouveau. Okay, we're not ready to open here. John, I need the garbage to disappear over there. Do we have bottles to put inside a little bit? Yeah? Festivité. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut ouvrir. C'est parti. Sorry about the wait. You are the first customer. Okay, very good. Thanks, man. Sorry about that, okay? You guys are hungry, huh? Sorry for the wait, sorry for the wait. Avec les pizzas, Laurent a misé sur une valeur sûre. Le restaurant s'apprête à faire le plein tout l'été. Un peu plus loin sur la rue principale, changement d'ambiance. Aneta, la rédactrice en chef du Hamptons Magazine, a rendez-vous pour un événement beaucoup plus mondain, dans un tout autre genre de restaurant italien. Ici, on vient manger mais aussi faire du shopping. Bijoux, meubles, objets de décoration, tout s'achète. C'est le tout nouveau concept de restaurant-boutique ouvert par deux Hamptonites célèbres, Donna Karan, papesse multimillionnaire du prêt-à-porter aux États-Unis, et sa fille Gabi. Mes amis et moi, nous sommes tellement contentes d'assister à cette soirée avec Donna Karan et sa fille, et nous sommes au Tutto il Giorno. Grande fan des Hamptons, la créatrice y possède 4 maisons les unes à côté des autres, au bord de l'eau. Depuis 15 ans, c'est là qu'elle aime venir se ressourcer. J'adore Sagarbor. J'adore. Pour moi, ici, ça veut dire être en famille. Être au bord de l'eau, c'est pittoresque. C'est pas prétentieux. On retrouve des amis formidables. Et puis, mon restaurant est ici, mon club de yoga et de pilates sont ici. Je fais du cheval ici, je ne pars jamais d'ici. Et je rentre chez moi, dans ma maison, cachée dans les bois au bord de l'eau, où personne ne peut me trouver. Et c'est génial. Elles ont invité à dîner une dizaine de VIP. Clientes, publicitaires ou journalistes. La présence d'Aneta ne passe pas inaperçue auprès des attachés de presse qui ont décroché un article dans le célèbre magazine. Vous l'avez vu ou vous pensez que c'est là? Je suis désolée. Ah, je ne l'ai pas vu, mais Jacqueline m'a dit que ce serait dans le numéro 9. C'est pas grave, on verra plus tard. Ça me met toujours dans tous mes états. Ah, c'est là. Super, c'est parfait. Oh, it looks great. So fun.
Céleste travaille pour cette marque et nous travaillons avec eux. C'est un concept très original qui a vu le jour ici et c'est très branché. Échange de cartes de visite, photos, chacune soigne ses relations publiques, un verre à la main. Un exercice qu'Aneta maîtrise à la perfection. C'est toujours du travail pour moi. Ici, même en maillot de bain à la plage ou sur ma planche de paddle, je travaille. C'est très important. On ne fait pas qu'écrire des articles. Le but, c'est de nous intégrer à la communauté, d'en faire partie. C'est important pour les gens pour lesquels on écrit. Dès le lendemain, le magazine a publié sur les réseaux sociaux toutes les photos de l'événement. La promotion ne s'arrête jamais, jusqu'à la prochaine soirée. Le samedi soir, comme partout ailleurs, c'est le soir où l'on sort dans les Hamptons. Les restaurants comme celui de Zach à Southampton font le plein. Bonne soirée, mon ami. C'est l'endroit où l'on vient pour voir et être vu. Comptez quand même 80 € en moyenne l'addition. Zach passe de table en table. Tous les clients le connaissent et veulent lui parler. Regarde qui est là. Ça va? C'est quoi ça? Un pyjama? Arrête, c'est une grande marque. Ah, d'accord. À l'aise comme un poisson dans l'eau au milieu de sa riche clientèle, le patron n'est pourtant pas du sérail. Il a débarqué dans ce paradis pour millionnaires sans un sou en poche. Son histoire, c'est l'incarnation parfaite du rêve américain. Je suis arrivé en 2002, je n'avais nulle part où aller, je parlais pas anglais, je n'avais pas d'argent, mais je savais ce que je voulais et que j'allais y arriver. Au début, j'étais à la plonge dans ce restaurant. Le manager a dit que j'étais trop sexy, trop beau pour ça. Donc il m'a mis derrière le bar. J'aurais fait tous les boulots possibles, n'importe quoi, du moment que j'étais payé. Zach est également le propriétaire de la seule boîte de nuit des environs. Ce soir, il fait venir 50 Cent, l'une des plus grandes stars mondiales du rap. Avec cet événement, il compte bien faire recette et il n'hésite pas à faire monter les enchères auprès des clients. On a un événement énorme ce soir. Il y a 50 Cent qui vient. Ça va être très compliqué de rentrer ce soir, vous savez. On va donner ton nom, Zach. Tout le monde va donner mon nom. On va prendre une table. Avec une table, on rentre. Ah oui, avec une table, pas de problème. En 2 minutes, ses clients viennent de réserver une table en carré VIP pour 13 000 €. On se voit au club. Il est minuit. Devant le AM, le nightclub de Zach, il y a déjà foule. La clientèle, la jeunesse dorée des Hamptons. De très jeunes filles et garçons sur leurs 31 qui ne sortent pas sans leurs accessoires de luxe siglés. Tous veulent assister au concert de la star du rap et sont prêts à mettre le prix. Zach vient d'arriver et il est confiant. C'est rien la file d'attente là, pour l'instant. Elle va encore grossir. Ce soir, son objectif est clair, faire dépenser un maximum d'argent aux clients dans sa boîte. Tu dépenses 10 000 ce soir, ok? Tiens, ce mec qui l'a appelé, il veut une table pour 4 000 $. Tu veux le faire? Dis-lui 5 000 ou il rentre pas. 5, ouais, 5. Un jeune garçon se présente à l'entrée. Zach le reconnaît. Il a appelé pour réserver dans le carré VIP. C'est le garçon avec les 20 000. Prends l'argent, fais-les rentrer. Il arrive avec 20 000 € en cash sur lui. Il a beaucoup de billets verts. Ils sont tout un groupe, alors pour entrer, il faut qu'il donne l'argent au videur. Pour 20 000 €, le physionomiste n'autorise que 10 jeunes à rentrer. Ça fait 2 et 2, 3. Qui est le quatrième? Soit 2 000 € par personne.
À l'intérieur, l'alcool aidant, l'ambiance monte très vite d'un cran. Les bouteilles défilent, facturées 500 à 2000 €. Et à chaque commande, les serveuses font le show. La piste est maintenant pleine à craquer. Zach, les yeux rivés sur son téléphone, attend l'arrivée du chanteur d'une minute à l'autre. Il réserve à ses clients une surprise de taille. Quelques minutes plus tard, entouré de sa garde rapprochée, 50 Cent fait son apparition. Et il n'est pas venu seul. À ses côtés, la nouvelle coqueluche du rap américain, l'excentrique 6ix9ine, 22 ans, entièrement tatoué, déchaîne les passions avec ses clips sulfureux vus plus de 21 millions de fois sur YouTube. Deux célébrités la même soirée, Zach a réussi un gros coup. Sur la piste, les fêtards se bousculent. Quant à 50 Cent, il n'est visiblement pas là uniquement pour chanter. Il est venu avec tout un stock de bouteilles de la marque de champagne qu'il vient tout juste de lancer, à 300 € la bouteille. Cette clientèle de jeunes gens fortunés qui dépensent sans compter, c'est la cible idéale. Du coup, c'est douche au champagne pour tout le monde. La fête vient à peine de commencer quand l'alarme incendie se déclenche. L'ambiance retombe instantanément. Pas le choix, il faut évacuer. Zach demande aux clients d'attendre à l'extérieur. Son cauchemar, c'est que tout le monde parte alors que la soirée commence à peine. Reculez, reculez! Dehors, c'est la cohue. Les jeunes qui ont dépensé plusieurs milliers d'euros pour la soirée sont mécontents. Je veux récupérer mon argent. C'est un putain d'imposteur. Ils ne sont pas les seuls à s'agacer. Zach, qui a dépensé 50 000 $ pour faire venir 50 Cent, voit déjà son chiffre d'affaires s'envoler. Ils ont bu, ils se sont déjà amusés, ils ont fait leur snap et toutes leurs conneries. Et moi, je vais devoir appeler mon avocat. Je vais avoir une amende, ça va me coûter 15 000, 20 000 $. C'est le business. La partie amusante. Hors de question pour le patron de la boîte de nuit que les clients s'en aillent. Il va tout faire pour les retenir et sauver la soirée. À une dizaine de kilomètres de là, à Bridgehampton, Todd et ses hommes se préparent pour une grosse opération de contrôle routier sur la nationale 27, très fréquentée le samedi soir. Ok. Tout le monde est prêt? Bobby va nous aider à gérer la circulation. C'est un contrôle d'alcoolémie qui est prévu ce soir. Todd, nom de code L4, met en place le barrage filtrant. L4 à quartier général. Nous allons commencer le contrôle. Nous allons arrêter une voiture sur 3. Une voiture sur 3. Le contrôle se déroule selon l'un des protocoles en vigueur aux États-Unis. Pour repérer les conducteurs qui ont bu, les policiers ont une technique bien spécifique. Combien de verres vous avez bu ce soir? Rien. Rien? Non, rien. Rien du tout? Même pas un? Vous êtes la capitaine de soirée? Ouais, c'est moi. Après les questions de rigueur, un premier test. Suivez mon doigt des yeux sans bouger la tête. Ok. Suivez ces voitures jusqu'au bout, tournez à gauche et c'est bon. Le policier cherche à déceler les mouvements involontaires des yeux causés par l'excès d'alcool. La jeune femme n'a pas bu, elle peut reprendre sa route. Combien de verres vous avez bu ce soir? 2 verres en 6 heures? À quelle heure vous avez pris le dernier verre à peu près? Il y a 2 heures. Ok. Allez tout droit, vous tournez tout de suite à gauche et vous allez voir ce policier là-bas. Merci. Cet homme, en revanche, ne va pas repartir tout de suite. Ses yeux m'ont paru un peu vitreux. On va poursuivre un peu l'enquête, faire quelques rapides tests pour voir si ça va plus loin ou si on le relâche. Les conducteurs comme lui qui ont bu avant de prendre le volant passent à l'étape numéro 2 du contrôle. Ils doivent se soumettre cette fois
à une série de tests physiques plutôt surprenants. Comme marcher sur une ligne droite imaginaire ou tenir en équilibre sur une jambe. Ces exercices sont réputés infaillibles pour renseigner les policiers sur le degré d'alcoolisation des conducteurs. Pour l'instant, aucun des automobilistes contrôlés n'est au-dessus de la limite autorisée, fixée à 0,8 g d'alcool dans le sang, légèrement au-dessus de la limite française. Vous n'avez pas bu alors ce soir? Non, mais la nuit ne fait que commencer. La nuit ne fait que commencer, le contrôle aussi, et il va bientôt prendre une tournure inattendue. Pendant ce temps-là, devant le nightclub de Zach à Southampton, l'alarme incendie vient tout juste de s'arrêter. Le propriétaire de la boîte ne compte pas laisser filer l'occasion. C'est le moment ou jamais de faire rentrer à nouveau les clients. Du calme, tout le monde. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Tout le monde va rentrer. Zach est visiblement pressé de les voir consommer à nouveau, mais il a du mal à se faire comprendre des hommes de la sécurité. Passez par l'autre porte. Laisse-les rentrer. Imbécile. C'est un peu la foire d'empoigne. Désolé, entrez, entrez. Les jeunes fêtards n'ont rien perdu de leur enthousiasme. Et quand 6ix9ine se met à chanter, l'hystérie devient collective. Cette fois, rien ne devrait plus gâcher la fête, à condition que ceux qui ont bu ne reprennent pas le volant. Retour à Bridgehampton. Les policiers de Southampton sont toujours en pleine opération de contrôle routier. C'est l'heure où la plupart des gens rentrent justement de soirée. Et certaines ont été bien arrosées. Todd est toujours en place au milieu de la circulation pour aiguiller les automobilistes vers le contrôle. Quand un véhicule attire particulièrement son attention. SUV noir, odeur de marijuana, ça arrive à l'instant. Une forte odeur de marijuana s'échappe de ce SUV noir. Il va faire l'objet d'une fouille minutieuse. Très vite, les policiers font une découverte qui conforte leurs soupçons. De l'herbe de cannabis contenue dans plusieurs sachets et sur ce plateau. Il essayait de rouler un joint et ça lui sert comme plateau pour ne pas tout renverser. Ce à quoi les policiers ne s'attendaient pas forcément, c'est à tomber nez à nez avec une star du basket. Parmi les 4 occupants du véhicule, le passager arrière à qui appartiendrait le plateau n'est autre qu'un joueur très célèbre de la NBA, la ligue de basket américaine. Célébrité ou pas, les policiers lui passent les menottes comme aux autres. C'est la loi dans l'État de New York. Les personnes interpellées sont menottées dès que les policiers constatent une infraction. On arrête tout le monde afin de savoir qui a fait quoi. Pendant ce temps-là, la fouille se poursuit. Dans l'État de New York, la loi nous autorise à fouiller les personnes et la voiture. On a déjà trouvé une certaine quantité. Un jour, ce sera peut-être légal, mais pour l'instant à New York, ça ne l'est pas. Dans le coffre, uniquement des sacs de voyage de grandes marques de luxe, dans lesquels les policiers poursuivent leurs recherches. Mais c'est sur la banquette arrière, dans ce sac à dos, que les policiers tombent sur une quantité bien plus importante de drogue. Ouais, c'est bien ce que vous pensez, ouais. Le sergent veut savoir ce qui appartient exactement au basketteur dans la voiture. Monsieur, à part le sac à dos, rien d'autre n'est à vous? Le basketteur a avoué que le sac lui appartenait, mais la jeune femme qui craint de le voir arrêté prétend le contraire. Il me dit que le sac est à lui. Mais il n'est pas à lui. Il vient de me dire que si. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas son sac, alors qu'il vient de me dire le contraire. Pourtant, c'est pas son sac. Il affirme le contraire. Dans les affaires personnelles des passagers, les policiers font une autre découverte. Je ne sais pas si ce sont des vrais. Mais elle me dit que oui. Je n'ai aucune raison de ne pas la croire. C'est quelle marque? Rolex, Rolex, Rolex. Non pas une, mais 4 montres de luxe et un bracelet or et diamant.
Il y en a pour plus de 200 000 €. Et ce n'est pas tout. Ok. Il parle d'environ 5 000 $. Rien d'étonnant dans les Hamptons, où la plupart des personnes contrôlées sont fortunées et circulent à bord de véhicules de luxe. Les policiers emportent la drogue, les montres et le cash pour vérification au poste de police. Tu peux amener le véhicule 3. La jeune femme, qui avait sur elle de petites quantités de drogue, s'en tire avec une amende. Quant au conducteur, il n'avait rien sur lui, mais il va devoir payer quand même pour possession de drogue. Monsieur, la loi de l'État de New York stipule que lors du contrôle, le conducteur est responsable. Ok? Seule la star du basket est interpellée. La quantité de drogue dans son sac est supérieure à 60 grammes et c'est un délit dans l'État de New York. Vous êtes interpellé pour possession de marijuana. Vous allez passer la nuit en garde à vue. On traite tout le monde de la même façon, les pauvres comme les riches. C'est la même amende, le même chèque. On ne va pas lui attribuer un traitement de faveur parce que c'est un sportif célèbre. C'est pas une bonne soirée pour lui. N'enfreignez pas la loi et vous n'irez pas en prison, c'est simple. Dès le lendemain, l'interpellation du célèbre basketteur a fait les choux gras de la presse dans tout le pays. Ce qui ne devrait pas empêcher la police de Southampton d'appliquer à nouveau le principe de la tolérance zéro aux contrevenants, quel que soit leur degré de notoriété.